Années, je travaille à Lyon, donc je suis aujourd'hui plutôt spécialiste des questions linguistiques françaises. Je sais que vendredi, il y aura Paolo qui nous racontera quelque chose sur le Piémont, donc j'irai très rapidement sur la question piémontaise, sur la question valdôtaine aussi, car on aura 5 jours de temps pour en parler. Et aussi, je ne suis pas vraiment expert de la question suisse, mais je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs suisses ici, donc ils auront l'occasion d'intégrer ce que je ne dirai pas sur les politiques linguistiques et la transmission en Suisse. J'ai voulu surtout mettre en évidence avec ces petites vignettes la situation des langues dites régionales en France, le désintérêt de la République jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 2 ans, grâce à la loi Molac pour la question linguistique régionale en France. Et vous trouverez donc des vignettes comme celle-ci où vous pouvez voir quelle est la représentation des langues régionales vues du point de vue de la République française. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que depuis l'année dernière jusqu'à 2032, nous sommes entrés dans la décennie internationale des langues autochtones, ce que je pense être très important pour ce qui concerne aussi notre école de l'été qui veut s'intéresser d'une langue dite régionale, mais d'une langue minoritaire qu'est le franco-provençal. Et je trouve que c'est très intéressant de consulter le site internet, si vous tapez tout simplement la décennie internationale des langues autochtones, vous trouvez des documents très intéressants qui mettent un peu en évidence cette question liée à la transmission et surtout un encadrement que je trouve être très intéressant pour ce qui concerne tous les processus qui peuvent être mis en place pour la préservation, la revitalisation ou tout simplement un encouragement aux langues autochtones du monde entier. J'ai pris quelques citations tirées du site internet de la décennie internationale des langues autochtones et comme vous pouvez le voir, sont des mots qui ressortent bien évidemment à tous ceux qui s'occupent des langues de minorité dans les Alpes, par exemple. Nous pouvons lire qu'un peuple à qui la liberté d'utiliser sa propre langue n'est pas garantie ne peut jouir pleinement de sa liberté de réflexion, de sa liberté d'opinion et d'expression, y compris dans le domaine artistique, ni de son accès à l'éducation, à la santé et à l'information, à la justice, à des emplois qui soient véritables, à la participation à la vie culturelle et à plein d'autres droits qui sont inscrits dans les déclarations que vous voyez citées sur cette diapo. Je trouve que c'est très intéressant car cela nous permet de réfléchir sur la valeur d'une langue. Il y a quelques semaines, j'étais à un colloque sur comment et sur pourquoi enseigner les langues régionales en France. Il y a eu une table ronde où un des chercheurs qui présentait, il continuait à dire qu'il fallait sauvegarder une langue, la sauver, que pour elle-même, que pour sauver cette langue, pas pour d'autres objectifs. Après avoir entendu plusieurs fois la répétition de sauver une langue que pour elle-même, j'ai décidé d'intervenir pour montrer qu'en quelque sorte, quand on sauve, on préserve, on revitalise une langue, on ne sauve pas que la langue en tant qu'elle-même, mais aussi la culture, la cosmologie, diraient les anthropologues, ou la vision du monde que cette langue, en quelque sorte, apporte donc avec elle. Après cette intervention, j'ai été accusé d'être un chercheur militant, ce qui m'a fait. Et en plus, un collègue breton qui parle aussi breton, il a enseigné pendant plusieurs années dans les écoles en immersion linguistique. Le breton, il était aussi très flatté d'être classé parmi les chercheurs qui sont militants, même si du point de vue de ce chercheur, ce n'était pas très flattant d'avoir fait cette intervention. Mais c'est très intéressant de voir quand même de quelle façon on peut aborder, sous un point de vue scientifique, cette question de la préservation et de la revitalisation ou l'encouragement des langues dites de minorité.
Les objectifs de cette décennie internationale des langues autochtones sont, comme vous le voyez, c'est celui de créer un monde dans lequel les peuples autochtones légueront leur langue aux générations futures. Donc on entre très clairement dans cette optique de la transmission qui est fondamentale pour sauver une langue, en créant ainsi une société qui soit beaucoup mieux qu'une société où tout le monde ne parle qu'une seule langue. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des résultats qui sont attendus dans ces 10 ans de travail autour des langues autochtones, c'est de les préserver, bien évidemment, de les revitaliser et les promouvoir dans plein de domaines qui sont très différents, socioculturels, économiques, environnementaux, car bien évidemment, il y a cette idée que la langue n'est pas reléguée au seul domaine linguistique, mais touche un ensemble très complexe et très riche de dimensions qui appartiennent à notre vie de chaque jour. Après cette trop longue introduction, j'aimerais mettre quelques petits points chronologiques sur des questions de politique linguistique. Je passerai très rapidement en partant bien évidemment de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'est ce traité de 1992 qui a été proposé sous l'égide du Conseil de l'Europe avec un objectif très précis, celui de protéger et de favoriser les langues historiques régionales et les langues des minorités en Europe. Ce qui est très intéressant, c'est de se focaliser déjà sur le préambule. Vous voyez déjà très clairement quelle est l'approche proposée par ce traité, c'est l'interculturalité et c'est le plurilinguisme. Ce qui est encore plus intéressant, moi je trouve, c'est la nécessité de rattacher cette volonté de protéger les langues dites de minorité, mais en même temps de continuer à utiliser les langues officielles. C'est quelque chose qui revient à plusieurs entreprises dans cette charte et qui revient aussi dans les autres politiques linguistiques, celle française, la plus récente, celle italienne et celle suisse aussi, en quelque sorte. Ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, cet intérêt pour la tentative de ne pas donner trop de poids aux langues régionales, vu que je suis un linguiste militant, je utilise les mots que j'ai envie d'utiliser. Ici, ils disent au détriment des langues officielles. Un peu plus loin, ils disent ce que j'ai souligné dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire, mais avec une approche de démocratie et de diversité culturelle et linguistique. C'est très intéressant car à la fin des années 60, il y a Talia qui a beaucoup écrit sur cette question, sur la naissance de l'Aquitaine, de cette notion de colonisation interne. Il y a le parcours fait par la sociolinguistique, je crois, engagé Occitane de Lafont, qui a écrit des livres très intéressants sur la révolution régionaliste, sur décoloniser en France. Donc, en quelque sorte, ces questions de l'unité de la nation et de la diversité linguistique sont centrales dans la réflexion autour des questions des langues dites régionales. Pour aller un peu plus rapidement, qu'est-ce que c'est, selon cette charte, une langue dite régionale? Dans l'article 1, on trouve une définition très claire qui nous permet de mettre en évidence les trois éléments que je considère centraux pour définir une langue dite régionale ou minoritaire. Comme vous le voyez, sont des langues qui sont pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de cet État. Et en même temps, c'est une langue qui est différente de la langue ou des langues officielles de cet État. Et surtout, après, on met en évidence la notion de territoire. Le territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée est l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant
l'adoption de ce que nous trouvons dans cette charte. Nous pouvons donc dire qu'au centre de ces politiques linguistiques, il y a premièrement une langue qui est utilisée par un groupe numériquement inférieur par rapport aux habitants de cet État. Cette notion de traditionnellement, ou de tradition, on dit que la langue doit être utilisée pour une période plus ou moins longue, on ne trouve jamais une définition précise sur cette idée de tradition. Et l'autre notion très intéressante, c'est celle de territoire et de territorialisation qui devient centrale même pour la question du Piémont, par exemple, sur les oppositions que la loi italienne a créées, par exemple, entre les franco-provençaux et les locuteurs de piémontais. Je vous dirai quelque chose plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, quand j'ai déjà parlé pendant 15 minutes, si ce n'est pas déjà le cas? Les objectifs et les principes qui sont mis en évidence et que nous retrouverons dans les autres lois que je vous présenterai sont en quelque sorte ceux qui sont déjà énoncés dans cette charte. On les parcourt très rapidement. La reconnaissance des langues régionales en tant qu'expression de la richesse culturelle, donc ce lien entre langue et culture. Et je rajouterai aussi dans le domaine de la cognition sur l'interprétation du monde, sur la construction d'une vision particulière de la réalité que chaque langue et que chaque culture en quelque sorte apporte. Le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale, la nécessité de promouvoir ces langues régionales afin de les sauvegarder, la facilitation et ou l'encouragement de l'usage oral et écrit dans la vie privée, mais même dans la vie publique, donc même dans la relation avec les administrations, par exemple, les institutions. Le développement des relations entre les locuteurs de ces langues dites régionales, les locuteurs d'autres langues régionales et les locuteurs, bien évidemment, qui parlent la langue officielle de l'État. On retrouvera un peu plus loin cet intérêt pour les échanges transnationaux, de faciliter donc cette coopération comme pour le franco-provençal, qui a parlé sur 3 États qui sont différents, une communication, un échange sur ces 3 territoires. Nous retrouvons le domaine de l'enseignement et de l'étude des langues régionales, de la recherche aussi, et enfin la possibilité de permettre à des non-locuteurs qui aimeraient apprendre ces langues de pouvoir le faire. Les États qui ont signé cette charte, vous le voyez, en 2017, étaient 25 plus 8, 25 l'ont aussi ratifié. Ce qui est très intéressant, c'est que pour ce qui concerne le franco-provençal, il n'y a que la Suisse qui a ratifié cette charte et qu'au contraire, la France et l'Italie se sont limités à signer cette charte, mais ils ne l'ont jamais ratifiée. Et vous voyez ici quelles sont les thématiques. Chaque État signataire aurait dû entreprendre au moins 35 de différentes actions qui sont classées selon ces thématiques que vous voyez indiquées ici. Nous commençons à dire quelque chose sur la loi que nous connaissons tous comme 482 de 1999. C'est la loi en matière de protection des minorités linguistiques historiques de l'Italie. Et comme vous le voyez, les couleurs présentes sur cette carte, cette loi ne protège qu'un certain type de minorités linguistiques historiques sur le territoire italien, dont le franco-provençal. Mais je trouve que c'est intéressant de mettre en évidence quels sont les premiers articles surtout. Bien évidemment, comme on verra aussi pour le contexte français, la langue officielle reste l'italien. Ce qui est intéressant, c'est que dans le paragraphe 2, on dit que la République, qui valorise le patrimoine linguistique et culturel de la langue italienne, fait aussi la promotion et la valorisation des langues et des cultures protégées par cette loi. Mais quelles sont les langues et les cultures protégées par cette loi? Sont les langues qui sont indiquées à l'article 2.
C'est l'albanais, le catalan, les langues germaniques, les minorités grecques, slovènes et croates, celles qui parlent le français, le franco-provençal, le frioulan, le ladin, l'occitan et le sarde. En réalité, dans cette liste manque un nombre très imposant de langues qui ne sont pas protégées. Sont déjà toutes les allogésies internes, c'est tous ceux qui concernent les langues sans territoire, comme le romani, mais là c'était déjà le cas pour la Charte européenne des langues. Les langues d'immigration, c'est la même situation que pour la Charte européenne des langues, mais le grand problème pour l'Italie, c'est qu'il y a des langues régionales qui ne sont pas protégées, merci. Comme par exemple, parmi d'autres, le piémontais. Je crois que Paolo nous en parlera beaucoup mieux, mais c'est intéressant quand même de dire quelques mots sur la notion de territoire et de territorialisation, car cette loi propose une façon assez singulière pour pouvoir définir un territoire où on parle une langue de minorité. C'est sur consultation des municipalités donc intéressées et à la demande d'au moins 15% des citoyens inscrits sur les listes électorales ou d'un tiers des conseillers municipaux de ces municipalités. Je ne sais pas si les données que j'ai mises ici sont valides, probablement il y a des articles plus récents que je ne connais pas, mais dans les statistiques que j'ai trouvées, on classe pour le Piémont autour de 14 000 locuteurs pour le franco-provençal, par exemple. Ces locuteurs font partie de 17% des habitants de 43 municipalités qui se sont autodéclarées franco-provençales en 2006, mais le problème c'est qu'il y a des communes qui n'appartiennent pas au domaine franco-provençal qui se sont autodéclarées comme étant des minorités franco-provençales. Il y en a 5 je crois, et il y en a d'autres 13 qui en 2006 ne s'étaient pas déclaré franco-provençal, même si elle le était. Probablement Paolo nous expliquera ça beaucoup mieux vendredi matin, je crois. Oui, je pense. On trouve dans les articles suivants les mêmes questions que nous avons vues pour la charte. Quelles sont ces mesures de protection des langues historiques et minoritaires? C'est la possibilité de les enseigner, c'est la possibilité de les utiliser à l'oral ou à l'écrit, même dans l'interaction avec les institutions. Nous avons ici quelqu'un qui travaille dans un sportello linguistico pour le franco-provençal, qui pourra peut-être nous dire quelque chose de plus sur la pratique. Sont des portails linguistiques de médiation entre les citoyens et les institutions. Nous trouvons tout ce qui concerne les toponymes. Cet article 11 est très intéressant sur les noms et les prénoms qui ont été changés. Par exemple, on pense à la partie orientale de l'Italie, dans le Frioul, les noms de famille qui ont été changés sous le fascisme, par exemple, peuvent être récupérés dans leur forme originelle, donc une facilité pour ce processus qui est par contre très long. L'utilisation des langues régionales dans les médias et encore la création d'instituts de recherche pour la protection des traditions linguistiques et de la culture. Pour la Suisse, je ne suis pas du tout expert. J'ai trouvé ces informations, peut-être vous pouvez me corriger si j'ai oublié quelque chose. Mais la Confédération suisse a signé en 1913 la Charte européenne des langues régionales, l'a ratifiée quelques années plus tard, en 1997, et nous trouvons dans la Constitution une reconnaissance des langues officielles qui sont l'allemand, le français et l'italien et le romanche, et ensuite on parle de ces minorités linguistiques qui sont autochtones. Depuis ce que j'ai pu trouver en lisant un peu la littérature ces derniers jours pour préparer cette seule diapo sur la Suisse, désolé, c'est que seulement à la fin de 2018, le Conseil fédéral a reconnu le franco-provençal comme étant l'une de ces langues minoritaires autochtones. Donc c'est quand même très récemment et c'est dans le cadre du rapport que la Suisse signe, je crois, chaque année ou presque sur l'application de la Charte européenne des langues régionales. Et enfin, nous passons finalement au territoire français. Ici, vous voyez
la carte des langues régionales de France, et en particulier que de celles qui sont présentes en Europe, donc dans l'Hexagone, si vous voulez. Quelques informations sur la relation entre la langue française et les autres langues régionales. Donc, on commence en 1992, c'est la signature